Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. La session extraordinaire du Conseil de ville de Niamey, prévue se tenir ce matin à l'hôtel de ville de Niamey, est reportée à une date ultérieure par le gouverneur. Sur les raisons de ce report, suivant les explications de nos reporters Adam Ousmana sur des images de Chef Guissou. En ce jeudi 24 novembre, toute la population de Niamey, la capitale, n'a d'ouïe que pour l'hôtel de ville. Et pour cause, les conseillers de la ville sont appelés à se prononcer sur la motion de défiance déposée par une vingtaine de leurs contre le premier responsable de la ville. Une session extraordinaire du conseil au cours de laquelle le président a d'entrée du jeu donné lecture d'un courrier émanant du gouverneur de la région. Objet, report de la tenue du conseil. J'accuse de réception de vos lettres en date du 22 novembre 2016 enregistrées au bureau d'ordre du gouvernorat le 23 novembre 2016. Relative à la tenue d'une session extraordinaire du conseil de ville pour statuer sur la motion de défiance. L'article 67, dit-il, du Code général des collectivités dispose, lorsqu'elle est déposée, la motion de défiance donne obligatoirement lieu à la tenue d'une session extraordinaire dans les 15 jours qui suivent la date de dépôt. En cas de refus du maire, le conseil est convoqué par le représentant de l'État. Dans ce cas, la session est présidée par l'adjoint par ordre de préséance. À la lumière des dispositions de cet article, la tenue de ce conseil ce 24 novembre est irrégulière en ce sens qu'elle se tient hors délai. Elle aurait dû se tenir au plus tard le 23 novembre 2016, c'est-à-dire hier. Par conséquent, il appartient désormais aux représentants de l'État de convoquer cette session à une date qui vous sera communiquée ultérieurement, tout en vous demandant d'en informer les conseillers. Veuillez recevoir Monsieur le maire, président du conseil de ville, mes sincères salutations. Ainsi, le président du conseil de ville dit avoir pris acte de cette décision du gouverneur. Alors, comme vous le savez, le gouvernorat c'est notre tutelle. Nous sommes tenus d'observer scrupuleusement ces instructions. La seule porte qu'on m'a laissée, c'est d'informer les conseillers et c'est chose faite. Maintenant, moi je ne ferai aucun commentaire là-dessus et on reste à l'écoute du gouvernorat pour la nouvelle date de tenue de cette session. Tout est désormais clair relativement à cette motion de défiance car vraisemblablement le sieur Hassan Seydou l'a échappé belle pour cette fois-ci. La Ligue de football de Maradi a rendu publique une déclaration. Dans celle-ci, les clubs de la capitale de Gobir persistent et signent que sur la décision du 12 novembre 2016 de l'Assemblée générale ordinaire de Dosso qui a révoqué à vie l'ancien président de la Ligue de football de Niamey, M. Maliki Amadou. Le reportage est signé Arzouma Soumela de la télévision de Niamey. Ces différents acteurs du football de la région de Maradi se sont réunis en toute souveraineté autour du président de la Ligue régionale de football de Maradi dans le but de rendre publique une déclaration. Dans cette déclaration, les membres de la Ligue régionale de Maradi auraient affirmé leur soutien au président de la FENIFOOT. La Ligue régionale de football de Maradi tient à informer l'opinion nationale qu'elle maintient sa position du vote oui pour la révocation de M. Maliki Amadou Djibo de la Ligue régionale de football de Niamey. Pour rappel, nous avons voté favorablement à la sanction d'un de nos clubs de Maradi, à l'occurrence le Gambastoré, pour 2 ans pour indiscipline. Nous avons sanctionné nous-mêmes les joueurs cadets Gartel Jeune Talent, édition 2016, pour 1 an pour indiscipline. Tout cela à contre-cœur, mais de manière responsable. Pour finir, la Ligue régionale de football de Maradi apporte son soutien ferme au gouvernement du Niger pour sa contribution énorme pour le développement du football au Niger et le félicite pour la qualification du MENA cadet à la Coupe d'Afrique 2017 à Madagascar.
apporte également son soutien sans faille au bureau exécutif de la FENIFOOT dans son ensemble et particulièrement au président, le colonel-major Djibril Hima Dipéré, pour avoir été décisif à tout moment et en tout lieu. Nous l'encourageons à continuer dans ce sens afin d'assainir l'environnement du football nigérien et le débarrasser des éléments nuisibles. Ce soutien apporté au bureau exécutif de la FENIFOOT a été accompagné par des explications de quelques membres qui ont pris part à la réunion. Donc nous étions à l'Assemblée Générale Ordinaire à Dosso le samedi 12 novembre 2016. L'Assemblée Générale suite à laquelle donc, on a destitué le président en question, donc à l'occurrence M. Maliki. Et ce qu'il a fait, donc, elle est en train de mettre les bâtons sur les roues concernant donc l'évolution du football donc, national. Et il est dit donc nos textes donc, qui régissent donc l'activité footballistique du Niger, donc à son article 43, il dit que tout membre donc peut être révoqué ou suspendu par rapport à la gravité de faute qu'il a connue. La déclaration qui a eu lieu ce matin a pour but de démontrer à la face du monde, au peuple nigérien, que nous sommes souverains sur la décision qui a été prise. Personne ne nous a influencé à tenir cette réunion et jusqu'à preuve de contraire, nous avons jugé utile de suspendre et de sanctionner ceux qui ne veulent pas de la bonne marche du football au Niger. Moi je pense qu'il faut que les gens comprennent ce qui se passe dans ce pays-là. Cette sortie médiatique de la Ligue régionale de football de Maradi est un atout supplémentaire pour le bureau exécutif de la FENIFOOT dans son combat pour le rayonnement du football nigérien. Retour à Niamey, les travaux de la deuxième session ordinaire à l'Assemblée nationale se poursuivent normalement. C'est la configuration du budget présenté par le gouvernement qui était à l'ordre du jour des débats ce jeudi. Je propose de suivre un extrait des critiques et propositions de nos honorables députés. Si aujourd'hui, Monsieur le Président, le réaménagement, le recadrage budgétaire fait par les députés ne sont pas pris en compte par le gouvernement, à quoi bon, Monsieur le Président, aujourd'hui, de nous soumettre à un tel exercice? Je pense que moi, personnellement, ça fait mon 7e budget aujourd'hui à l'Assemblée, sinon plus. Toutes les recommandations au niveau des commissions qu'on formule au niveau du gouvernement ne sont pas prises en compte. Après 2 mois d'exercice, d'examen du budget, je pense aujourd'hui, Monsieur le Président, il est temps de poser un débat d'orientation budgétaire, qu'il soit institué, qui va concerner le gouvernement et l'Assemblée nationale au moment de l'élaboration du budget. Monsieur le Président, dans l'allocation des ressources, nous avions compris aussi que les EPIC, les EPA, on leur donne, on les alloue des ressources, mais on ne sait pas exactement ce que ces établissements perçoivent comme recette. Les députés demandent des précisions sur notamment les points suivants. Le gel des crédits de 2016, le reversement des redevances pétrolières au profit des communes, le taux d'endettement et l'appurement de la dette intérieure, l'insuffisance des crédits alloués aux universités, l'encouragement des investissements de la diaspora au Niger. Sur les conclusions de ces discussions sur le budget donc, qui se déroule actuellement au niveau de l'Assemblée nationale, nous aussi y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Intéressons-nous à présent à la pharmacopée traditionnelle. Jadis utilisée par nos aïeux, les plantes détiennent toujours encore de nos jours des vertus qui aident à maintenir notre corps en bonne santé. N'est-ce pas, Ousmane Soligou?
Où se trouvent-ils et que deviennent-ils? Bien entendu, ce sont ces médicaments traditionnels qui continuent au marché d'occuper le devant de certains étalages. Sans posologie aucune, leur prise n'est pas sans conséquence sur la santé. Si on prend des produits dits traditionnels, qui n'a aucun contrôle de laboratoire, on ne sait pas comment effectivement ces produits sont absorbés par les différents organes de l'organisme et surtout la voie d'élimination. Là, en tout cas, c'est ce qui fait en sorte qu'à un certain moment, quand la personne va avoir la nécessité de se rendre dans le centre de santé, on va trouver que beaucoup d'organes, comme je prends l'exemple du rein, comme je prends l'exemple du foie, sont altérés et qu'effectivement, ils sont à un stade de non-retour. Effet certes néfaste, mais imputable aux deux médecines. Quant à la nuisance à certains organes du corps, là, même en médecine moderne, il y a des médicaments qui ne conviennent pas aux organes humains. Donc, c'est pour cela qu'on demande, avant d'utiliser ces plantes, ou bien d'utiliser les produits de la médecine moderne, il faudrait vraiment connaître, il faudrait être une personne avisée pour pouvoir donner ces médicaments-là aux personnes malades ou bien aux personnes qui en ont besoin. Cependant, les vues s'accordent à reconnaître que le domaine est envahi par des néophytes sans connaissance aucune à la base. À l'heure actuelle, c'est que nous constatons effectivement n'importe qui, n'importe comment et dans n'importe quelle condition, les gens effectivement délivrent ces médicaments et la population sans réflexion, sans hésitation, les prennent et les consomment et effectivement au finish ça a des conséquences sur la santé. Et il y a des gens qui utilisent ces plantes-là sans pour autant les connaître. Donc c'est ça le grand défaut. Et une plante, si vous ne la connaissez pas, vous ne devrez pas l'utiliser parce que vous ne connaissez pas le taux de toxicité. Est-ce que cette plante est utilisable pour les humains? Donc tout ça là, il faut connaître la plante pour pouvoir l'utiliser. D'où cet appel conjoint qui s'apparente à un cri d'alerte. En tant qu'appel, je pense qu'au niveau de notre système de santé, au niveau du ministère de la Santé, il y a une direction spécifique de la médecine traditionnelle. Et je pense que c'est ça qu'il faudrait effectivement la structurer et elle doit faire le travail qu'il faut faire. Parce que je suis sûr que maintenant, même en venant, j'ai croisé sur la route pas mal effectivement des gens avec leurs mégaphones qui font de bruit à longueur de journée pour faire de publicité. Pour utiliser les plantes, vraiment, il faut vous assurer que la personne à qui vous vous adressez est vraiment une personne qui connaît très bien les plantes. Est une personne qui maîtrise ce domaine-là. Et est une personne aussi qui s'intéresse à l'hygiène. Parce qu'il ne faut pas donner un médicament à une personne, au lieu de le traiter, non, elle tombe aussi malade. Qu'elles soient modernes ou traditionnelles, ces deux médecines se valent, liées par une certaine complémentarité, d'où cette nécessité de créer la synergie pour que bénéfiques elles le soient toutes les deux aux populations. Alors, notre reportage dans cette édition d'information, il s'agit d'un constat d'écoulement des eaux usées au niveau du quartier Ferraille de Niamey. Une situation qui met mal à l'aise les riverains. Le reportage est signé Asma Ousseidou. Déchets par-ci, eau usée par-là, c'est le constat qui se dégage au niveau du quartier Ferraille. Ces eaux usées qui auparavant passaient sans déranger les riverains sont devenues aujourd'hui dangereuses pour la population qui n'a pas contribué à son entretien. C'est une situation qui a été créée par une dame là qui travaille à la mairie. Auparavant, c'était un cours d'eau qui passait derrière nos maisons là. Il y avait quelques jours, elle a amené des déchets, comme vous avez constaté là, donc pour fermer le passage du cours d'eau. Et après, elle a amené du sable, comme vous avez constaté, pour remplir. Et soi-disant qu'elle avait pour des intérêts personnels. Nous, on ne connaît pas ses vraies ambitions en réalité. Parce que d'aucuns disent qu'elle a fermé parce qu'elle a des parcelles pour mettre en valeur. Certains disent que pour ces gens qui sont de l'autre côté, donc elle veut que le passage d'eau revienne de ce côté-là. Et elle avait commencé ça il y avait 2 ans de cela.
Elle avait ouvert ce passage-là. Toutes les maisons qui étaient de ce côté ont été inondées. On était parti donc la voir pour lui dire la situation dans laquelle on était. Et puis elle a dit qu'elle s'en moquait. C'est une question de moyens. C'était ça qu'elle avait répondu. Ne mettant à l'abri les maisons de ces riverains, ce débordement des eaux usées met mal à l'aise ses habitants qui lancent un cri de cœur. Actuellement, voilà, l'eau n'arrive pas à passer parce que le passage a été fermé. Donc, et comme la nappe souterraine elle est un peu plus proche ici, elle n'est pas profonde, c'est ça qui fait en sorte que l'eau maintenant entre dans les maisons et ça sort dans toutes les chambres. Et aussi, à part que les maisons sont inondées, c'est avec des déchets qu'elle a fermé le passage. Donc maintenant, l'air pour respirer même est insupportable. C'est un cri de cœur vraiment aux autorités compétentes qui peuvent nous entendre pour leur dire que vraiment c'est un pays où il y a des droits et des règlements normalement qu'on doit suivre. Et je pense bien que cette situation-là est une situation qui ne doit pas être tolérable dans un pays comme un pays évolué ou bien un pays où la démocratie existe ici au Niger. Ces riverains du quartier Ferraille lancent un appel à l'endroit des autorités compétentes afin qu'elles leur viennent en aide le plus tôt possible en les débarrassant de ces eaux usées très nuisibles pour leur santé. L'actualité hors de chez nous, c'est dans ce sujet que je propose de suivre. C'est une cité perdue en plein désert. Après 3 semaines de combat, Tal Afar vient d'être reprise aux djihadistes. La ville est située sur la route qui relie Mossoul à Raqqa. Le groupe État islamique se retrouve sans aucune voie d'approvisionnement. La victoire est essentielle pour la reprise de Mossoul. La 4e phase est terminée. Nous avons atteint Tal Afar et rejoint nos frères Peshmerga dans le Sinjar. Mossoul est donc complètement isolé de toutes les provinces. À l'ouest, toutes les routes qui mènent à Mossoul sont coupées. La seule route qui reste est celle qui mène de Tal Afar à Mossoul. Et notre objectif est de couper toutes les routes du côté ouest. C'est l'étape la plus importante pour nous jusqu'ici. L'offensive est menée par les Hached al-Shabi, ou Forces de mobilisation populaire, une coalition chiite soutenue par Téhéran. Accusée à plusieurs reprises de violation des droits de l'homme par des organisations internationales, ces miliciens sont craints dans cette région principalement sunnite. Leur participation au combat est controversée, mais autorisée par l'armée irakienne. Ankara a déjà menacé d'intervenir à Tel Afar pour protéger la population turkmène de confession sunnite. 3000 familles auraient déjà fui la ville et rejoint les populations déplacées en Syrie et en Irak par peur des exactions des miliciens chiites. La plateforme de chantier était installée tout en haut de cette tour de refroidissement. À 7h du matin, lors du changement d'équipe, la structure s'est tout simplement effondrée, emportant des dizaines d'ouvriers dans sa chute. Au sol, il ne reste plus qu'un gigantesque amas de décombres. Un enchevêtrement de béton et de tiges de métal que les secouristes tentent vainement de démêler pour trouver d'éventuels survivants. Les autorités n'ont pas lésiné sur les moyens. Pelleteuses, grues, 32 camions de pompiers et plus de 200 soldats. Mais l'espoir de retrouver des survivants est bien mince. L'accident a fait au moins 67 morts et 2 blessés. Un bilan encore provisoire. Une enquête sera menée sur les causes de cet effondrement. Mais comme souvent en Chine, elle risque de tourner court. La corruption endémique dans ce pays permet souvent aux entreprises d'échapper au contrôle et aux consignes de sécurité. L'accident de la centrale au charbon de Fengsheng est le dernier en date d'une longue série. Mercredi, 7 ouvriers ont été pris au piège après une inondation dans une mine dans l'est du pays. La Chine est le plus grand consommateur et producteur de charbon au monde. Les autorités annoncent toutefois la fermeture prochaine d'1 millier de mines pour réduire la surproduction. Retour à l'actualité nationale avec d'abord ce communiqué de presse du comité exécutif national du réseau des organisations du secteur éducatif du Niger, Rosen. Le CEN Rosen est réuni en session extraordinaire ce jeudi 24 novembre 2016 à son siège à l'effet d'examiner la situation socio-éducative qui prévaut dans notre pays. Communique ce qui suit. 1. Demande au gouvernement de l'apurement des arriérés de salaire, pécule et allocation des enseignants et scolaires. 2. Invite et encourage le gouvernement et les syndicats à un dialogue constructif et durable pour l'école nigérienne.
3. Désapprouve l'initiative peu orthodoxe, contraire à la justice sociale et à l'éthique de certains députés qui veulent modifier l'article 52. 4. Le Rosen demande aux honorables députés d'abandonner cette démarche lourde de conséquences pour notre jeune démocratie. 5. Lance un appel à tous et à toutes, à tous les démocrates sincères de se tenir prêts pour faire échec à cette entreprise qui est une insulte au peuple nigérien. 6. Demande la réduction du train de vie de l'État et le gel des fonds politiques du président de la République, du président de l'Assemblée nationale et du premier chef du gouvernement. 7. Demande le dégel des recrutements pour faire face au problème du chômage des jeunes. 8. Salue et soutient la nomination du nouveau Koho et l'invite à entreprendre des réformes pour une bonne tenue du Hajj et de la Umrah à venir. 9. Condamne les différentes attaques dans notre pays, fait l'objet et demande au gouvernement de rehausser les fonds pour les renseignements. 10. Exige l'audit du ministère de la Défense nationale de la période de 2010 à 2015. 11. Lance un appel pressant à toutes les bonnes volontés pour aider les déguerpis et leurs familles. Et enfin, 12. Le Rosen exige l'indemnisation des concernés dans les meilleurs délais. Fait à Niamey le 24 novembre 2016 pour le Sen Rosen, le coordinateur Abdou Maman Lokoko. Et enfin, cette brève qui vient à l'instant de nous parvenir, je vous rappelle qu'à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, il y a eu donc une plénière et à l'ordre du jour, c'est le vote du projet de loi des finances pour l'année budgétaire 2017. Le résultat de ce vote a eu lieu donc 139 voix pour, 27 contre et 0 abstention. Et c'est cette brève de l'Assemblée nationale que prend fin cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir.